Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e webinaire du groupe PSDR Lien Urbain Rural, donc qu'on co-organise avec Mathieu Bonnefond. Et donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alain Guéringer, qui est un collègue dans l'unité territoire à Clermont-Ferrand. Alain, tu coordonnes le projet USUS et puis tu travailles depuis longtemps sur notamment les questions de propriété, en mobilisant à la fois des enquêtes de terrain, des bases de données. Et dans le cadre de ce projet, il nous a semblé important de pouvoir avoir une présentation de ta part sur justement la manière dont tu mobilises ces questions qui sont liées au droit privé, hein, avec des enjeux d'insertion territoriale et de positionnement, hein, par rapport aux pressions foncières sur les espaces agricoles. Et voilà, on a eu des présentations précédentes qui étaient axées beaucoup sur, on va dire, des outils d'action publique, hein, notamment les documents d'urbanisme, et puis tout ce qui est les outils de gouvernance territoriale. Là, ça nous permet d'avoir un contrepoint un peu différent sur tout ce qui est mobilisation du droit privé. Et donc, on te remercie beaucoup de te prêter à l'exercice pour ce webinaire qu'on organise donc pour la première fois intégralement en ligne sur GoToMeeting. Donc, je rappelle aux participants, aux internautes qui se joignent à nous, donc je vous demande de désactiver votre micro et votre caméra et de poser les questions. Vous pouvez poser les questions dès le début de la présentation, tout au long de la présentation, via le chat. Et puis Mathieu et moi, on va s'occuper de modérer ce chat pour pouvoir sélectionner un certain nombre de questions, sachant que l'enregistrement sera disponible en podcast, et vous pourrez, si vous êtes un peu frustré de tant de questions, aussi les poser à Alain par la suite. On donnera ses coordonnées. Donc, sans plus attendre, Alain, on te donne la parole pour une vingtaine de minutes de présentation, à la suite de quoi, bien, donc, il y aura un temps à peu près équivalent de questions. Donc, voilà, on te laisse la main, Alain. Donc, tu peux garder ta vidéo, et nous, Mathieu et moi, on va enlever la nôtre. D'accord. Bonjour à tous. Merci à Romain pour cette proposition. Voilà, donc je vous fais une présentation d'un travail qui s'inscrit dans le cadre du programme PSDR USUS sur la question de la recomposition du lien entre propriété et usage du foncier agricole, avec pour aujourd'hui une présentation qui est ciblée plus particulièrement sur un point qui est progressivement apparu au cours du projet, sur la question du lien avec la transmissibilité des exploitations agricoles. Je vous expliquerai un peu plus loin voilà, comment ce lien est venu et sur quoi il porte. Donc, sur cette présentation, donc, je l'ai prévue en 3 temps. La première, c'est de faire un petit retour sur le programme PSDR USUS lui-même, c'est-à-dire préciser un peu comment il a été construit, autour de quel questionnement. Deuxièmement, je présenterai un peu le travail qui a été fait sur la caractérisation de ce que j'appelle les structures socio-foncières des exploitations. Alors, c'est une terminologie qui n'est pas fixée, mais voilà, que j'ai retenue pour l'instant comme quelque chose qui traduit le plus ce que je cherche à mettre derrière, c'est-à-dire la manière dont s'organisent les structures foncières en lien avec des éléments de relations sociales entre la propriété et l'usage. Et je finirai par une précision sur voilà, comment ce travail sur les structures socio-foncières questionne la transmissibilité des exploitations. Donc, sur le premier, un petit retour sur le programme USUS lui-même pour mieux situer le travail qui est fait. Première chose, donc, aux sources du projet lui-même, en fait, il y a 2 observations essentielles que j'ai schématisées assez rapidement et de manière un peu simplifiée, mais qui sont assez parlantes.
La première, c'est la répartition entre les modes de faire-valoir de la SAU. J'ai ressorti le chiffre du recensement de 2010, sachant que ça date un petit peu, mais pour l'instant, c'est le chiffre le plus précis qu'on a et qui est appuyé sur l'ensemble des exploitations par le recensement. Si ça a changé un peu, voilà, ça change, ça n'aura pas profondément bouleversé les chiffres, mais qui nous annonce une répartition entre presque 80% sur des formules fermage et un peu plus de 20% en faire-valoir direct. Alors, précision, j'ai volontairement mis entre guillemets les deux termes, fermage comme faire-valoir direct, et on verra un peu plus loin pourquoi, parce qu'en fait, c'est une formulation qui simplifie un peu les choses. On dit faire-valoir direct, ça présuppose la propriété de l'agriculteur lui-même, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Deuxième observation importante, là je suis sur les chiffres de l'Auvergne, recensement agricole toujours, on est à peu près à 24 000, un peu moins de 24 000 exploitations agricoles, une SAU moyenne de 61 hectares. Si je mets en regard les structures de propriété, en face de ces 24 000 exploitations agricoles, j'ai 446 000 propriétaires de surface agricole, c'est-à-dire de comptes au cadastre sur lequel figure au moins une parcelle de nature agricole, nature cadastrale. Alors à relativiser parce que le cadastre lui-même, la nature cadastrale est un peu biaisée, mais voilà. Au moins, ça donne un peu une idée du rapport entre les deux. Et donc, derrière une SAU moyenne de 61 hectares, on a une propriété agricole moyenne qui est de moins de 4 hectares. Voilà, donc ce sont forcément deux chiffres qui interrogent, et les interrogations qui viennent derrière, c'est finalement à qui appartient aujourd'hui l'espace agricole et selon quelle modalité il est mis à disposition des exploitants pour pouvoir le travailler. Et quand je dis ça, derrière, sous-jacent forcément la question de la relation urbain-rural, puisque ça présuppose que derrière ces 446 000 propriétaires, il y a une majorité de citadins, et donc du coup, comment se crée ce lien urbain-rural à travers cette relation entre la propriété et l'usage. Je disais donc deux observations, un postulat aussi aux sources du projet, c'est qu'aujourd'hui, la préservation du foncier agricole, enfin, les questions autour du foncier agricole, elles tournent autour de trois questions essentielles. Celle de la préservation de l'usage agricole du foncier, avec toutes les questions autour de la consommation des terres, etc., par l'urbanisation notamment. Deuxième grand thème, c'est la redistribution du foncier entre exploitations elles-mêmes, avec la question du contrôle des structures, de l'accaparement des terres, de l'accès au foncier pour les hors-cadres familiales, etc. Et puis, les questions autour des modes de production, notamment l'agroécologie, la bio, etc. Et que ces questions-là, ces dynamiques-là, en fait, elles sont au carrefour d'un jeu d'acteurs, les acteurs essentiels étant les propriétaires eux-mêmes dans leur choix de gestion de leur patrimoine, les exploitants agricoles dans la conduite de leur exploitation, les choix qu'ils font et la logique foncière qu'il y a derrière, et de la gouvernance foncière. Et derrière, donc, ça pose très clairement la question, vu le constat et ce postulat-là, ça ouvre très clairement à la question comment s'organise cette relation entre ces deux acteurs qui sont les deux qui sont dans des logiques plus privatives par rapport à la gouvernance. Et donc la question d'usus, elle est autour de ça. Comment s'établit et se recompose cette relation? Comment ça impacte les dynamiques d'évolution sur l'espace agricole? Et en quoi ça questionne la gouvernance et les politiques foncières? Un projet, il rame un peu au niveau des diapos. Donc un projet qui est construit autour de trois volets. Un premier qui est celui que j'appelle l'état des lieux, qui est propriétaire de l'espace agricole, comment il est mis à disposition, et sur lesquels on a mené une approche quantitative à l'échelle de la région Auvergne et une approche plus qualitative par des enquêtes de terrain auprès d'exploitations agricoles. Deuxième volet qui est beaucoup plus centré sur l'action publique, l'innovation, l'action collective sur ces questions-là. Typiquement, on va trouver l'analyse des processus d'émergence de projets collectifs type terre de liens, où on recompose un autre type de propriété au service d'un usage agricole particulier, l'installation hors cadre familial, la conduite en bio, etc. Mais ça peut être aussi d'autres formules innovantes, réactiver des outils anciens en les actualisant sur d'autres projets. Voilà, tout ce qui va tourner autour de cette question du rapport propriété-usage sous l'angle de l'action publique et l'action collective.
Et puis un troisième volet, alors qui s'apparente un peu au deuxième, mais qui est beaucoup plus centré sur les outils contractuels, sur la dimension juridique. Donc, quels outils contractuels, le bail rural environnemental typiquement, mais d'autres, voilà, qui peuvent être, qui aujourd'hui rentrent sur cette question de recomposition du lien entre la propriété et l'usage. Voilà, donc la construction du projet USUS s'organise comme ça, et la présentation que je vous fais est beaucoup plus centrée sur le premier volet, c'est-à-dire comment on a fait un état des lieux et comment à partir de cet état des lieux, on a questionné la question de la transmissibilité. Caractériser les structures socio-foncières, donc qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai donné des chiffres là à l'échelle de l'Auvergne, nombre d'exploitations, nombre de propriétaires. Bien sûr, derrière, selon les territoires, selon les systèmes de production, selon les exploitations, on est sur des différences très très nettes. Ici, sur les chiffres qu'on a, on est sur un rapport entre 1 à 20 et 1 à 25. On a des situations très très différentes selon les exploitations, et donc l'idée c'est d'arriver à caractériser ça à l'échelle des exploitations, avec ici un exemple schématisé où derrière une exploitation on a 4 propriétaires différents, le schéma représentant le carré, la surface de l'exploitation qui est rattachée à tel ou tel propriétaire. Ici, donc derrière une exploitation, on a 4 propriétaires. Mais on peut avoir des situations très très différentes avec celle d'une seule structure de propriété derrière une exploitation, ou alors des structures très éclatées. On a trouvé donc sur certaines enquêtes de terrain pour des exploitations de à peu près une centaine d'hectares jusqu'à 60 propriétaires différents avec qui l'agriculteur a à négocier. Et le cas d'une seule unité foncière, on l'a aussi rencontré sur certaines exploitations. Voilà, donc arriver à caractériser cet éclatement de la propriété derrière les structures d'exploitation. Voilà. Deuxième élément, c'était celui qui tournait autour des modes de faire valoir, où je dois préciser un certain nombre de choses. Donc, derrière les deux formulations que j'ai mis entre guillemets, en fait, derrière faire valoir direct dans les statistiques, on a des situations de propriété qui peuvent être très variées. Ça peut être la propriété du chef d'exploitation, c'est-à-dire du faire valoir direct vrai. Ça peut être la propriété du ménage. Ça peut être une propriété familiale mise à disposition, la propriété des parents qui ont pris la retraite mais qui laissent au fils qui a repris l'exploitation gratuitement l'utilisation des terres. Ça peut être des indivisions dans lesquelles le chef d'exploitation est lui-même parmi les co-indivisaires. Voilà, on a derrière faire valoir direct, on a des situations qui peuvent être très très différentes. Derrière fermage, on va trouver aussi des situations différentes, des baux notariés, des baux sous seing privé, des baux verbaux. Et puis, on a aussi un certain nombre de cas qui peuvent être soit des conventions pluriannuelles, par la SAFER par exemple, des concessions temporaires d'utilisation du foncier, mais qui ne relèvent pas du statut du fermage. On peut avoir des prêts à usage, qu'on appelle aussi commoda, c'est-à-dire un propriétaire prête ses terres, il n'y a pas de rémunération, et partant de là, ça ne relève pas du statut du fermage. Et puis, on a des locations verbales, alors qu'on pourrait assimiler à ce que j'ai mis de l'autre côté, beaux verbaux, mais qui s'en différencient dans le sens où s'il fallait prouver qu'on est sous statut du fermage, ce serait plus compliqué parce que c'est payé en liquide, parce que voilà, il y a différents éléments qui font que ça rend la référence au statut est beaucoup moins claire. Et puis, on a aussi d'autres situations, des ventes d'herbes, du foin fait à moitié, des mises à disposition gratuites, mais qui ne sont pas formalisées comme dans un commoda, et qui sont beaucoup plus floues sur à la fois sur les modalités contractuelles, sur la pérennité de cette utilisation, et que j'indique un peu comme un transfert entre le faire-valoir direct et le fermage, parce que très souvent, ce sont des surfaces qui ne sont pas comptées dans les surfaces fermage, mais plutôt dans faire-valoir direct, parce que sur le plan statistique, on a retenu le propriétaire comme exploitant au sens statistique du terme, qui est beaucoup plus large que exploitant au sens PAC, par exemple. Et donc, les gens sont identifiés comme statistiquement exploitants, et donc les surfaces sont comptées dans leur faire-valoir direct. Or, très souvent, c'est des gens qui n'exploitent plus et qui concèdent avec une formule très informelle le foncier à un agriculteur voisin. Et donc, l'idée, dans le cas particulier des exploitations en société, les choses se compliquent dans la mesure où très souvent,
la propriété, elle correspond, tous les éléments de propriété qu'on a vus, il reste la propriété de l'associé et non pas du GAEC, si je prends l'exemple d'un GAEC en formule sociétaire, mais donc ça reste la propriété de l'associé qui la remet à disposition du GAEC sur une formule qui échappe au statut du fermage, et puis on peut l'avoir en autant de fois qu'on a d'associés. On a les baux, là aussi, qui restent très souvent les baux des associés qui les remettent à disposition de la société sans que ça rentre dans le cadre du statut du fermage. C'est la personne associée qui reste titulaire du bail en tant que fermier, et on peut le retrouver en autant d'associés qu'on aura en autant de fois qu'on aura d'associés dans la société, et peuvent se rajouter soit de la propriété en propre de la société ou des baux concédés effectivement à la société. Voilà, donc tout ça complique les modalités selon les situations des exploitations et leurs modalités d'accès au foncier. Donc derrière la précision sur les structures, il s'agissait derrière de rajouter l'information, les modes de faire valoir, lesquels ils sont. Et on va retrouver par exemple notre exploitation en fermage intégral sur une seule unité de propriété, ou alors dans l'exploitation qui est très éclatée, on va retrouver sa partie en fermage, sa partie en faire valoir direct, mais sont rajoutées quelques cases en blanc qui correspondent à ces formules dont on ne sait pas trop dire si ça relève du statut ou pas, qui sont beaucoup plus imprécises. Voilà. Pour faire ce travail-là, donc sachant que derrière, voilà, ça nous ouvre sur des questions de fragilité foncière des exploitations. Plus on a de cases en blanc là sur mon schéma, et plus l'exploitation est fragile foncièrement. Et soit ça nous ouvre aussi sur les nœuds juridiques à la transmission des exploitations en fonction de la nature juridique du foncier, du lien au foncier qui permet sa transmissibilité ou pas. Pour le faire, tout ce travail-là, en fait, on a procédé avec deux approches. Le premier, c'est un croisement des bases de données magiques, donc l'information sur la propriété, et le registre parcellaire graphique. Donc, quand je dis ça, ça a consisté par l'intermédiaire d'un SIG, pour pouvoir appareiller ces données, même sur le plan purement informatif, on est passé par l'information, par la spatialisation, pour pouvoir appareiller les polygones recensement parcellaire graphique de la PAC et les polygones parcellaires cadastrales. On a ici, par exemple, deux exemples où on a sur la gauche, pour une seule parcelle de culture, 3 parcelles de propriété, dont on ne sait pas si ça correspond au même propriétaire. Ça peut être 3 propriétaires différents. Et par contre, sur la parcelle de droite, on a deux cultures différentes sur une même parcelle parce qu'on est sur une zone céréalière et que l'agriculteur, il a géré ça comme ça. Voilà, donc c'est pouvoir réappareiller tout ça en le réagrégeant. Si par exemple sur la gauche, on a les 3 parcelles sur le même propriétaire, on les réagrège par les parcelles, mais on les réagrège au propriétaire pour revenir à la question du lien propriété-usage. Le problème sur ce travail-là, c'est ce type de polygones où en fait, bon ici je pense que c'est effectivement des parcelles culturales qui sont liées à un travail de l'agriculteur, mais on a beaucoup de problèmes alors sur des plus petits espaces qui correspondent en fait à un problème d'artefact lié à la digitalisation des polygones qui ne se superposent pas, et donc quand on crée la couche qui croise les deux, on se retrouve avec une infinité de micro-polygones qui ne correspondent à rien et qui demandent un nettoyage bien sûr du fichier derrière, avec le problème d'identifier est-ce que c'est un problème d'artefact de digitalisation ou est-ce que c'est effectivement du très petit parcellaire voilà, avec donc un algorithme à trouver sur la dimension qu'on retient, etc. Avec tous les problèmes que ça peut poser de fiabilité de ce qu'on dit derrière. L'idée quand même, c'est d'arriver à construire cette structure-là et de la coupler après avec un travail d'enquête. Et qu'il me manque une étape, voilà, un travail d'enquête où sur notre questionnaire, on est allé interroger sur les grandes caractéristiques du système de production, la trajectoire foncière, c'est-à-dire l'historique foncier en lien avec l'évolution du système, et puis le détail de la structure socio-foncière, c'est-à-dire reprendre pour l'exploitant chacun de ses propriétaires, quelles sont les modalités de mise à disposition, quel type de contrat, depuis quand, et puis quelques informations sur qui c'est ce propriétaire, est-ce que c'est un citadin qui a hérité, est-ce que c'est un paysan voisin qui a pris sa retraite, etc. Et puis quelques questions sur les perspectives pour l'exploitant.
Sachant que derrière, donc, ça nous permet de compléter l'information sur le schéma de ce qui est propriété familiale, mise en indivision, mise à disposition, propriété d'un voisin par bail verbal, d'un retraité agricole, bail verbal, etc. Et de rajouter toutes les surfaces informelles que le croisement RPG-cadastre ne peut pas nous donner, puisque finalement, ce sont des polygones qui n'existent pas sur le RPG pour l'essentiel. Donc maintenant, comment utiliser ça par rapport au questionnement sur la transmissibilité des exploitations? La transmissibilité, elle est beaucoup abordée dans les réflexions sur les questions de transmission, installation actuellement. Elle est essentiellement lue sous l'angle socio-économique, c'est-à-dire l'outil de travail, comment il permet de gagner sa vie, est-ce qu'il est viable et comment il peut être repris par quelqu'un. Et on aborde peu ce que j'appelle les nœuds juridiques pour la transmission du foncier. C'est-à-dire que quand on a créé un schéma comme celui-là et qu'on a identifié les situations de chaque, on peut, pour chacun, poser un certain nombre de questions. Ici, par exemple, on a une part faire valoir direct, mais c'est la propriété familiale en indivision entre les frères et sœurs, dont le chef d'exploitation, et c'est mis à disposition de la ferme. La question qui se posera derrière, c'est une fois qu'on sort de l'indivision, comment ça se passe vis-à-vis de la pérennité du foncier pour l'exploitant agricole. Quand on est ici, on est par exemple fermier d'une indivision, c'est 3 enfants qui sont héritiers de l'ancien bailleur. Ils ont hérité du fermier, entre guillemets, en même temps que du foncier. Ce sont tous des citadins, il n'y a plus d'attache sur le territoire, il y a un bail verbal. La question, c'est ils vont peut-être effectivement vouloir vendre, espérer vendre un jour. Comment ça peut se passer? Qui est prioritaire pour acheter? Comment les choses peuvent se présenter? L'autre exemple, ici, on a un fermage par un retraité agricole voisin, c'est un bail verbal. Qui dit bail verbal dit qu'il n'y a rien d'écrit sur qui est fermier, à quel prix, quand le bail a commencé, etc. Et on précise que le fermage est payé par le chéquier de l'EARL. Notre exploitant agricole, il est en formule sociétaire en EARL. Si on doit valider un droit de préemption du preneur, qui sera considéré comme fermier? Un tribunal paritaire des baux ruraux, en cas de conflit, s'il a examiné quelque chose comme ça, ce qu'il dira, c'est pour moi, le fermier, c'est l'EARL et ce n'est pas le chef d'exploitation qui remet à disposition de l'EARL. Donc, celui qui peut faire valoir un droit de préemption pour acheter, ce sera l'EARL. Voilà. Donc, il y a tout un tas de questions comme ça qui peuvent se poser, qui peuvent aller jusqu'à, ici, on avait un cas, et c'est un cas réel rencontré où quelqu'un avait accordé sur une formule, on fait le foin à moitié, et je suis d'accord pour signer un bail dans pas longtemps, voilà. Et qui, au bout d'un moment, a dit non, finalement, je ne fais pas de bail. Et l'agriculteur avait commencé à faire évoluer son système d'exploitation et se retrouve avec, dans le cas concret auquel je pense, ça représentait 25 hectares. Et donc, l'agriculteur se retrouve du jour au lendemain avec 25 hectares qui disparaissent sur son exploitation du fait du montage socio-juridique de la relation qu'il avait sur le foncier. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir caractériser tout ça et de le mettre au service des réflexions sur la transmission. Le travail a été mené avec 2 focus un peu plus précis sur les fermes terres de liens et sur les fermes en agriculture biologique du Puy-de-Dôme. Ça, c'est en cours, cette deuxième étape. Juste, voilà, je finis là-dessus pour préciser. Dans ma ferme terre de liens, déjà, toute la partie faire valoir direct est beaucoup plus réduite. On a accompagné une installation hors cadre familial et avec une part importante du foncier, dont le propriétaire, c'est la foncière terre de liens, concédée par bail environnemental au chef d'exploitation. Quand dans le vocabulaire de terre de liens parle d'une ferme terre de liens, en fait, ils évoquent ça, la partie du foncier qui appartient à la foncière. C'est un peu un abus de langage dans le sens où depuis l'installation, il peut s'être passé beaucoup de choses, des opportunités d'agrandissement qui finalement vont donner la possibilité d'un foncier bien plus large. De plus en plus, dans les montages terre de liens, le chef d'exploitation qui s'installe est amené à acheter les bâtiments. Donc, la question de la transmissibilité de l'ensemble de l'unité de production va se poser un jour avec la question en particulier,
Comment on fait pour les bâtiments? Est-ce que le chef d'exploitation les revend aux nouveaux fermiers? Est-ce que la foncière l'achète? S'il reste sur place, ça pose problème. C'est plus une ferme pour pouvoir s'installer. Enfin voilà, donc il y a toutes ces questions-là qui seront à lever un jour. Et puis, donc, se rajoute une autre question, c'est et qui ouvre donc sur l'élargissement aux fermes en agriculture biologique, c'est que Terre de Liens demande à ses fermiers d'être certifiés en bio. Et donc, par extension, tout le foncier qui a été élargi par les agrandissements successifs du chef d'exploitation sont aussi aujourd'hui en bio. Et donc, quand se posera la question de la transmission de la partie Terre de Liens, va se poser la question aussi du foncier qui reste, à savoir, soit ça peut suivre le foncier Terre de Liens et on peut imaginer une installation sur le même système. Si ça ne peut pas suivre, ça veut dire que l'installation sur la ferme Terre de Liens doit se faire sur un système recomposé, qui est réadapté aux nouvelles structures foncières. Et la question que ça pose derrière, c'est ce foncier supplémentaire du fermier actuel, il a été converti en bio. S'il ne suit pas, il peut revenir au conventionnel parce que les propriétaires vont choisir de relouer à d'autres personnes. Et du coup, ça questionne le gain agronomique qui a été fait sur les parcelles par le travail de conversion, et puis la question des fonds publics qui ont été alloués à tout ce travail-là, à cette conversion en bio, qui serait perdue en l'occurrence. Alors, la question se pose dans le cas de Terre de Liens d'autant plus fortement que par principe, Terre de Liens est dans une formulation de transmission, retransmission régulière des fermes par le choix d'un système de propriété au service des installations hors cadre familial, avec l'idée que le chef d'exploitation ne sera pas propriétaire du terrain parce qu'il faut que ça puisse être remis à disposition d'un autre fermier plus tard. Et du coup, ça pose d'autant plus cette question-là. Voilà, j'ai fini, peut-être que j'ai été un peu long et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, merci Alain donc, d'avoir scrupuleusement respecté le timing qui n'est pas évident dans ce format court. Je propose que moi et Mathieu, on lance peut-être une question là pour démarrer l'échange et puis après on va passer aux questions des participants. Moi j'avais juste une question, Alain, pour démarrer. On voit qu'il y a souvent des situations d'éclatement de la propriété. Est-ce que via les enquêtes de terrain, tu as pu observer des formes de coordination collective entre propriétaires, ou est-ce qu'on est vraiment dans le domaine du chacun pour soi? Et s'il y a absence de coordination, à ce moment-là, on pourrait considérer que le fermier, bien que n'ayant pas la maîtrise foncière, est un peu dans une situation favorable pour lui. Voilà, je voulais un peu te faire réagir là-dessus sur les logiques de coordination entre propriétaires. Non, alors entre propriétaires, non, il n'y a pas beaucoup de logique de coordination, il y a un côté chacun pour soi. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que en fait, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui viennent des agriculteurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont au-devant des propriétaires. C'est assez souvent l'agriculteur qui va au-devant du propriétaire pour avoir des terres en fermage, plus souvent que le propriétaire qui vient voir un agriculteur. En fait, je dis ça dépend, ça dépend des profils. Les agriculteurs qui prennent leur retraite, les retraités, en tant que propriétaires, oui, eux, ils vont au-devant d'un nouveau fermier. Ils choisissent dans les voisins celui qu'ils considèrent le plus à même. Voilà. Quand on est sur des propriétaires qui ne sont plus sur le territoire, les citadins, là, il n'y a pas de coordination et très souvent, le foncier change de fermier plus par l'initiative du fermier qui sait que tel agriculteur a arrêté, la parcelle s'est libérée et il va au-devant du propriétaire pour aller à la pêche aux parcelles. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de coordination. Ce qu'on pourrait appeler un peu coordination, mais c'est fait de manière très très implicite. C'est des
des accords informels, implicites entre agriculteurs sur du partage lié à la proximité. Ça te touche, c'est évident que c'est toi qui dois le récupérer. Ça, voilà. Il y a mais de manière très informelle. Merci. Mathieu, si tu as une question de ton côté? Oui, j'en ai une ou deux. Alors moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est l'éclatement là sur certaines exploitations avec 60 propriétaires différents. Oui. Et du coup, pour l'exploitant, c'est des coûts de transaction qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire pour à chaque fois qu'il contractualise, ça prend du temps, etc. Donc, je voulais savoir un petit peu s'il y avait, par rapport aux exploitants, s'il y avait un retour sur certaines enquêtes par rapport à ces problématiques d'éclatement. Et puis, je me posais la question du rôle des collectivités territoriales, comme on peut le voir aussi en contexte périurbain, où les collectivités deviennent un peu des opérateurs fonciers qui peuvent finalement mettre à disposition, en lien ou pas avec la SAFER, du foncier au profit de certains agriculteurs ou certains types d'agriculture plutôt. Voilà, par exemple du maraîchage à proximité des centres urbains. Donc, je voulais savoir s'il y avait une version un peu plus rurale de ces problématiques-là, voilà, qui est un peu en relation avec ces problématiques d'éclatement aussi du foncier Oui, alors. Et notamment les biens semblés, qui peuvent être récupérés par certaines collectivités, certaines communes, et remobilisés pour l'agriculture. Alors, par rapport à la première question, donc on a fait un retour sur un des terrains où il y avait une association d'agriculteurs sur laquelle on s'est appuyé pour justement constituer notre échantillon, enfin voilà, travailler avec eux. Et on leur a fait un retour sur la présentation. Effectivement, ils nous ont dit, mais oui, bon, on savait que c'était très éclaté, mais on n'imaginait pas à ce point. Mais parce qu'on est vraiment sur un territoire en Haute-Loire de très petites propriétés qui étaient restées longtemps de petites exploitations et sur lesquelles il y a eu des processus d'agrandissement importants, beaucoup par fermage, et du coup qui traduisent cet éclatement de la propriété très important derrière des structures aujourd'hui, quand j'évoquais effectivement une centaine d'hectares, 60 propriétaires. Alors, juste une précision, parce que la présentation, là, elle a été, pour entrer dans les 20 minutes, elle est forcément un peu rapide. Sur des situations comme celle-là, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des coûts de transaction énormes. Il y en a certainement au moment où il faut payer les fermages, où il faut payer, quand on a 60 chèques à faire plutôt qu'un pour celui qui est en fermage intégral. Forcément, oui, il y a du temps à y passer. Il y a aussi des choix de temps à passer parce qu'il y a du social derrière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de retraités agricoles qu'on a vu aussi comme propriétaires et qui disent « mais moi, je veux que le propriétaire, il vienne me payer, je ne veux pas qu'il m'envoie le chèque, je veux le voir, c'est aussi un moment où j'ai envie de parler avec mon fermier. » Et donc, effectivement, il y a des coûts de transaction qui peuvent être importants de cet ordre-là. Il n'y a pas forcément beaucoup de coûts de transaction à la rédaction des baux parce qu'en fait, quand on est sur des formules comme ça, où on a une soixantaine, en fait, ce qu'on se rend compte que dans la structuration, très souvent, il y a une dizaine de, entre guillemets, gros propriétaires. Derrière les 100 hectares, on peut en avoir une dizaine où on est à 5 hectares à peu près, et donc on a la moitié qui est sur une dizaine de propriétaires. Et après, on a l'autre moitié qui est complètement éclatée entre 50 autres propriétaires. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que ces gros propriétaires sont, pour une bonne part, les propriétaires les propriétés sur lesquelles s'est faite l'installation. Et que, donc, dans ce cas-là, on a par exemple des baux écrits, généralement sous seing privé, assez rarement notariés, mais des baux écrits, parce qu'il a fallu justifier des surfaces quand on a fait les demandes d'aide à l'installation, et donc on y est allé avec une liste de propriétés en fermage. Et puis, tous les agrandissements qu'il y a eu depuis, ça c'est fait par bail verbal. Là, il n'y a pas de coût de transaction. Un coup de fil, OK, tu vas sur ma parcelle, terminé, c'est fait, c'est décidé et ça se règle. On s'est vu peut-être une fois pour signer le bulletin de mutation de la MSA et c'est tout, quoi.
Voilà. Par contre, effectivement, ça peut être sur… mais c'est pas perçu comme… Enfin, si, c'est bien identifié par les agriculteurs quand on les a enquêtés hein, sur tout ce que ça veut dire, mais voilà, c'est pas posé comme un problème. C'est pas posé comme un problème. Après, Attends, je me permets juste d'embrayer sur des questions du chat pour qu'on ait un petit peu de temps là pour oui. échanger avec les participants. Donc j'ai déjà 2-3 questions là qui sont arrivées. Une question de Vincent là qui ressemblait déjà à la question de Mathieu, mais il y avait une autre question de Vincent sur la perspective, voilà, par rapport à cette déconnexion hein, du rapport entre propriété et usage. Quel est le pas de temps historique? Est-ce que c'est un phénomène qui est ancien, en tout cas sur le territoire que tu étudies, ou est-ce que voilà, on a affaire plutôt à un phénomène récent qui remonte à 1 ou 2 générations? Est-ce que tu as un peu les moyens de mettre ça en perspective historique? Oui. Ben, ça dépend en fait des territoires, parce que là on travaille sur plusieurs terrains différents. Donc il y en a un sur Bocage-Bourbonnais, tradition très ancienne de métayage, fermage intégral, les fermes en fermage intégral. On a trouvé sur des enquêtes trois voisins qui sont tous les trois fermiers en fermage intégral sur 3 exploitations, et quand on regarde derrière, c'est le même propriétaire qui est derrière les 3. Donc au lieu d'avoir l'éclatement, c'est une même propriété qui est louée à 3 fermiers différents au lieu d'être une exploitation qui a plusieurs propriétaires. On est sur un rapport inversé. Donc on a ça, et c'est très très ancien, et cette déconnexion elle est très ancienne du lien entre la propriété et la discussion. Les fermiers, ça leur pose pas de problème, ils sont en fermage intégral, pour eux ils ont complètement intégré ça. Dans d'autres cas où on est sur des régions de petites propriétés paysannes bien ancrées, en Haute-Loire par exemple, où là, la déconnexion, elle s'est faite de manière accélérée assez récemment, parce que on est resté sur une petite propriété de faire-valoir direct très longtemps, et qui s'est décroché, qui s'est vraiment accéléré sur, j'ai envie de dire, les 15-20 dernières années, quoi. On a une géographie connue du mode de faire-valoir, le fermage au nord, pour simplifier, hein, le faire-valoir direct au sud. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup effacé. Sur les 20 dernières années, on a aujourd'hui, même au sud, une proportion de fermage qui est aujourd'hui de l'ordre des 3/4 du foncier. Donc des pas de temps historiques en tout cas différents. Et là-dessus, une question de Yannick également sur les beaux verbaux. Est-ce que ces beaux verbaux sont synonymes d'instabilité, d'insécurité, ou est-ce que la situation est plus complexe? Alors, en théorie, non, ils ne sont pas synonymes d'instabilité, c'est-à-dire qu'ils relèvent du statut du fermage. Le statut du fermage, c'est une disposition d'ordre public, c'est-à-dire que, clairement, le Code rural dit un bail rural doit être écrit. S'il n'est pas écrit, les dispositions du statut s'appliquent. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous écrivez rien, vous êtes quand même dans le statut du fermage. Et on va dire, il y a 4 conditions pour que le statut soit reconnu, c'est la mise à disposition d'un bien agricole en vue de l'exploiter, et moyennant rémunération. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il faudrait un peu décliner l'ensemble. Et dans beaucoup de beaux verbaux, les 4 conditions sont réunies. Voilà. Donc, ce n'est pas un synonyme d'instabilité. Par contre, là où on peut le relativiser, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, la majorité des propriétaires, mais aussi dans un certain nombre de cas d'agriculteurs, ils n'identifient pas que derrière il y a statut du fermage. Juridiquement, ça y est, ils ne le perçoivent pas forcément comme tel. Quelque chose qui est très révélateur, c'est des gens qui disent mais on n'a pas signé le bulletin de mutation à la MSA. C'est-à-dire que les cotisations MSA, le propriétaire continue à les payer, et il est convaincu que parce qu'il continue à les payer, ça ne valide pas l'allocation. Et or, non, le bulletin de mutation, c'est un indice de la mise à disposition, du critère mise à disposition, mais même sans bulletin de mutation, le statut du fermage s'applique. Donc, voilà. Après, ce qu'il y a derrière aussi, qu'il faut préciser, c'est que du coup, s'il y a un problème un jour, le fermier pourrait très bien faire valoir, au tribunal des baux ruraux, en cas de conflit, je suis titulaire d'un statut de fermier sur cette parcelle. Il s'avère que dans pas mal de cas, ça n'est pas activé non plus pour des questions de relations sociales. Un fermier qui fait ça, il sait aussi qu'il se ferme la porte de beaucoup d'autres propriétaires autour. Et donc voilà, il y a un jeu d'acteurs un peu compliqué. Juridiquement, c'est validé. Beaucoup de gens pensent que ça ne l'est pas. Ça pourrait l'être, mais en même temps, on ne l'active pas quand on le sait, parce qu'on sait que voilà, on va aussi au conflit, et qui pourrait nous nuire en retour.
Et donc juste pour continuer sur ces questions de conflit, une question de Jacques sur les conditions dans lesquelles se passent les transmissions. Est-ce qu'elles sont souvent conflictuelles? Est-ce qu'elles sont justement équipées juridiquement avec intervention de professionnels du droit, notaires ou avocats? Ça dépend, ça dépend. Là aussi, hein, quand je relativise beaucoup par rapport à la diversité des situations, système de production, région. Je discutais avec quelqu'un qui est une fille d'agriculteur du bassin parisien qui me dit mais chez nous tout est notarié, la totalité est notariée. Les fermes, les grosses fermes d'élevage du bocage du Bourbonnais, majorité sont aussi notariées. Donc, quand il y a transmission, effectivement, ça se fait avec le notaire pour revoir les conditions du bail et encadrer juridiquement sur les modalités. Après, dans la majorité des cas, quand on est sur de la location verbale, c'est un accord verbal implicite. On s'est rencontrés un jour et on s'est dit, OK, vas-y, tu prends sans qu'il y ait d'accompagnement et sans qu'on se met d'accord sur un prix, même des fois après s'être mis d'accord sur le fait de pouvoir y aller. Il n'y a pas forcément d'accord sur le prix au moment où on le fait. Dans ces cas-là, on se rend compte que assez souvent le prix, c'est l'agriculteur qui le fait. Quand le propriétaire n'est pas du monde agricole, connaît pas toutes les règles, connaît pas l'existence de l'arrêté départemental qui fixe les tarifs des fermages selon les secteurs géographiques. Voilà, et c'est l'agriculteur qui y va. Et toutes les règles du statut lui-même, il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, de liberté qui sont prises, des prix qui sont au-dessus du maximum que donne l'arrêté départemental, des actualisations de prix en fonction de l'indice des fermages qui ne sont pas faites. Enfin voilà, mais on est sur des petites surfaces, petits montants, et puis sur du relationnel très étroit des fois entre le propriétaire et le fermier. Et donc voilà, on s'accommode de ça. Une question de Florence sur phénomène de concentration, voire d'accaparement, via à la fois des montages sociétaires et aussi la question de tout ce qui est la sous-traitance via les entreprises de travaux agricoles qui est beaucoup traitée actuellement dans les recherches. Voilà, est-ce que ce sont des phénomènes que tu as pu observer à l'échelle de ce territoire et via les méthodes que tu utilises? Non, alors on espère, on veut faire des enquêtes complémentaires, notamment dans le département de l'Allier, parce que c'est là-bas qu'on va le trouver, auprès d'exploitations qu'on veut essayer d'identifier, qui sont, mais en fait, il faudra arriver à identifier des formules sociétaires d'exploitation qui sont combinées entre elles, c'est-à-dire genre deux sociétés civiles d'exploitation agricole avec une recomposition des associés dedans qui sont les mêmes personnes avec une voilà, donc trouver des formules comme ça, mais c'est pas évident de les trouver. Après les formules par entreprise, en fait, on va trouver, non, on les identifie pas à partir de là. On voudrait, en fait, mais ça ne rentrera pas dans le cadre du projet PSDR. Mais donc, j'ai posé un autre projet là, donc j'attends la réponse sur le financement et qui pourrait être un support à un travail de doctorat là-dessus. Tout un travail justement sur les formules de portage, mais entendu dans le sens large du terme. C'est-à-dire le portage, ça peut être les formules citoyennes type terre de liens, mais derrière portage, on peut aussi mettre des formules de sociétés construites sur la propriété, louées à des sociétés d'exploitation, et chaque fois derrière des visions de l'agriculture, des visions de la propriété et des montages mis au service de projets qui sont pas les mêmes. Et tout ça rentre derrière le terme de portage. Donc voilà, on voudrait détailler toutes ces questions-là et dans ces questions-là, justement, ces formules capitalistiques sur le foncier et sur l'exploitation. Merci beaucoup Alain. Malheureusement, c'est un peu frustrant, mais on arrive au terme de ce webinaire. Il y a encore d'autres questions, mais là je viens dans le chat de mettre ton adresse mail, comme ça, donc il y a la possibilité de poser quelques questions par écrit. Le chat lui-même avec les questions écrites sera également sauvegardé et consultable. Donc
donc comme je le disais en début de webinaire, hein, l'enregistrement vidéo également. Merci beaucoup à toi, Alain, pour ta participation. Merci aux participants. Et on vous donne rendez-vous donc bientôt dans le courant du mois de juin. Vous recevrez les annonces parce qu'il y aura d'autres webinaires qui vont être programmés d'ici la pause estivale. Donc on vous remercie par avance, hein, Mathieu et moi, de votre participation. Donc merci beaucoup, on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci. À bientôt.